Charlotte Rampling, qui est notre invitée ce soir, et nous lui consacrerons un gros plan dans quelques secondes. Vous avez l'habitude d'aller revoir vos films quand, par exemple, je ne sais pas, vous trouvez dans un endroit, bon, il y a une salle qui les reprogramme. Vous aimez? Oui, j'aime ça. C'est vrai? Oui. C'est rare, parce que vous savez, beaucoup d'acteurs et d'actrices n'aiment pas du tout même pas se revoir, mais se voir tout court. Oui, je sais, mais je sais pas, c'est quelque chose qui est séparé et très près. C'est-à-dire, quand je vois comme si c'est quelqu'un d'autre aussi. Ah oui, le dédoublement. Ouais, ouais. Peut-être, oui. C'est quelque chose qui m'accroche aussi à mon passé. Ouais. Donc c'est quelque chose que j'ai fait à un moment donné dans ma vie, qui est passé, qui est oublié, et en le revoyant, ça me donne énormément de souvenirs de ce moment, et ça me plaît beaucoup, oui. En fait, des films comme ça peuvent être en quelque sorte des racines d'un moment d'une vie. Hein. Absolument, c'est ce que je pense par rapport au cinéma. Ouais. Si les filmographies ne mentent pas, celles que rédigent les attachés de presse, si mes sources sont bonnes, parce que je me méfie depuis quelques années, bon, en fait, vous êtes anglaise, ça c'est vrai. Vous avez une sœur qui s'appelle Sarah. Vous êtes fille d'un colonel de l'armée britannique qui était en poste à l'OTAN, à Paris. C'est là où vous avez appris le français. Juste? Voilà. Bon, pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes rentré après en Angleterre, et après les études, et avec votre sœur Sarah, un jour, vous avez décidé de partir comme ça en tournée pour présenter des chansons anglaises et des chansons françaises. Surtout françaises, parce que les Anglaises chantant en français, il y avait quelque chose d'un petit peu exotique, et comme on parlait français très bien, moi je l'avais appris à 9 ans, c'était quelque chose un petit peu spécial. Donc un petit peu risqué, si on ose dire, parce que ce qui est français en Angleterre est toujours un petit peu risqué. Et Exotique. Quel répertoire français vous aviez? Quelles chansons vous chantiez? Nous chantions C'est si bon. Ah oui. C'est magnifique. Vous m'en donnez 3 notes. Oh là là là, c'est magnifique ça. Et c'est si bon, avec l'imperméable, très serré à la taille, les parapluies, les petits bérets, les bas noirs comme ça. Et on faisait un petit routine. Et on avait quelqu'un aussi qui écrivait des chansons pour nous. Ah bon, et vous avez comme ça parcouru toute l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles Ça a démarré dans une manière très amateur, avec un petit groupe dans la ville où nous habitons. Et puis ça a pris un peu feu. Et puis on a fait aussi des petites représentations à les bals que donnaient les gens à cette époque-là, où on faisait un petit cabaret. Et jusqu'au moment où on nous a proposé de faire un cabaret dans un nightclub qui s'appelait Hatchetts à ce moment-là. À Londres? À Londres. Moi, j'avais 16 ans à ce moment-là, et c'est là que le colonel est rentré en jeu et a dit non. Oui, parce que je me suis toujours posé la question. Jusqu'à un certain niveau. Le colonel, il a quand même pas dû apprécier votre colonel de père. Hein. Si c'était amateur et gay et soi-disant innocent, ça allait. Mais il y avait un moment que ça devenait un petit peu trop professionnel. Mais dites-moi, quand il était en poste à Paris, là, vous avez dû faire rêver toutes les casernes de l'OTAN. Vous alliez le voir à la caserne? Mais attendez, j'avais 9, 10, 11 ans. Hein, ah oui, quand même. Oui, ils n'ont pas eu de chance, l'OTAN, quoi, quelques années plus tard. Un petit peu trop jeune, malgré que maintenant, ça commence un petit peu encore plus jeune que... Éducation, parce que quand on pense, vous savez, il y a les clichés, hein, colonel. Non, mais c'était pas un colonel, c'était pas du tout un cliché colonel, mon père. C'était plutôt quelqu'un qui était dans le militaire, parce que sa famille a toujours été dans le militaire. Mais c'était quelqu'un, finalement, c'était un artiste manqué. Et maintenant, dans le soirée, si on peut dire, de sa vie, il fait beaucoup de théâtre, lui, mais amateur. Alors, il avait dit non au cabaret, il a dû trouver quand même que c'était trop posé. Cabaret, donc je me suis lancé dans un autre milieu. Ouais. Alors, on va faire une petite parenthèse. Qu'est devenue Sarah? Elle n'a pas fait ce métier, je veux dire, elle n'a pas continué dans le spectacle. Non, elle n'a pas continué ça. Elle est partie en Argentine, où elle s'est mariée. C'est ça. Alors, ça dénotait quand même de votre part, ce qui est, je crois, un trait constant de votre caractère, c'est quand même un esprit d'indépendance assez aigu. Oui, ça l'a toujours été, je pense. Je rébellais pas pour rébeller, mais je voulais vivre une certaine vie que je pensais me convenait. Et j'avais pas trop peur d'aller en avant avec ces raisonnements. Oui. Ouais, c'était quand même indépendant de partir comme ça sur les routes. Oui, enfin, n'exagérons rien. Vous preniez le train, j'imagine, pour ces tournées. Vous avez fait des... sur la route, avec sur la tout route ça. C'était... Oui, c'était... Oui. Non. Oui. Dangereusement en stop.
Non, c'était Donc, au cinéma, oui, à quoi. cette époque-là, c'était pas encore ça, c'était pas encore la route des hippies, c'était pas encore cette époque. Donc c'était un petit peu osé, oui, à ce moment-là. Ouais. Dites-moi, vous vous souvenez de votre premier cachet, le prix, à 17 ans? Moi, j'ai le chiffre. Vous vous en souvenez? Vous avez les chiffres, je me demande si c'est 3 000 francs comparable. français. 2,000 pounds. Oui, on est dans les... À cette époque-là, je sais pas comment était le franc, mais 2000 livres, c'était, oui. mon Bon. premier. Bah, il n'y avait pas de rêve de cinéma, là, à cette époque. Enfin, je veux dire, quand vous faisiez ça... Ah si, quand même. Ah, Enfin, en arrière-plan. il y avait le rêve du spectacle, oui. Il y Mhm. avait le rêve du spectacle. J'avais pris goût en chantant, en montant des petits spectacles moi-même. Et j'avais une sorte de communication avec une audience que je n'avais pas avec les gens. Quand je me sentais beaucoup plus à l'aise en représentation que avec des choses directes avec des personnes. Donc je disais que c'était peut-être une voie que je devais suivre. Alors, finalement, le cinéma, comment ça a commencé? Ça a commencé avec une chance, avec un hasard. Quand je suis rentrée après certains voyages dans différents pays, je suis rentrée, mon père a dit, il faut que tu gagnes ta vie. Donc je dis, comment je vais gagner ma vie? Alors j'ai pris un typing, sténodactyle pour Sténodactylo? pour justement pouvoir gagner ma vie, parce que bon, j'avais 17 ans, que faire, parce que j'avais terminé mes études assez jeune. Et pendant que je faisais ça, je pris un petit job, et dans ce job, on m'a demandé de faire le mannequin pour du chocolat, du Cadbury's. Et on m'a pris en photo. Et après, dans les photos, tout le monde dit, vous êtes merveilleusement photogénique. Et je dis, c'est bizarre, parce que je me trouve... j'avais un genre de visage que je ne pensais pas être photogénique. J'étais photogénique. Je fais un petit peu de mannequin. Et je suis dans un milieu à Londres, là, et on me dit de mettre les photos chez un agence, comme ça, casuellement. Je dis, pourquoi pas, je mets une photo chez un agent de théâtre. Une semaine après, il m'appelle et dit que les Bolting Brothers cherchent une fille pour jouer le rôle principal dans la prochaine comédie. Au théâtre? Oui, non, dans cinéma? un film. Dans un film? Dans un film, pour faire un leading role. Je dis, et ils ont vu votre photo et ils aiment beaucoup votre look. Alors, ils ont dit qu'ils voulaient faire un test. Alors, je vais au studio, je fais le test comme ça, en pensant absolument rien. Je dis, mais c'est impossible qu'on me donne un leading role dans un film. Le premier rôle. De ce genre-là, le premier rôle. Et il y avait une phrase, je me souviens très bien, dans cette histoire, c'était une fille qui rébellait justement contre son père parce qu'elle voulait aller vivre avec des bandits, un groupe de gangsters qui voulait faire un hold-up quelque part. Et dans le rôle, elle est dans la scène que je faisais pour le test, il y a une confrontation avec son père où elle dit Papa, laisse-moi, je veux vivre !» Et il paraît que j'ai dit cette ligne avec tellement de conviction que j'ai eu le rôle. Et puis voilà, je suis tombée dans le cinéma. Alors, il est arrivé Visconti quand même, ça. On ne croise pas Visconti impunément dans une carrière, j'imagine, non? Pas du tout, mais il avait vu des choses que j'avais fait, qui étaient à cette époque-là assez peu. J'avais fait donc ce film-là qui s'appelait Rockin' the Co, après Georgie Girl, et puis un petit film en Italie que j'avais fait. Et il avait vu ça, et quand j'ai lu le scénario, j'étais tellement étonnée parce que la femme dans le film avait 30 ans, elle avait 2 gosses, j'avais 18 ans à l'époque. Et quand je suis allée voir Visconti, j'ai dit, mais c'est pour quel rôle? Elle dit, c'est pour cette femme-là. Et je dis, mais vous réalisez pas, j'ai que 18 ans, j'ai rien fait. Et il a dit, mais vous avez ce qu'il faut derrière les yeux. Il m'a dit, c'est tout ce qu'il m'a dit. Et il dit, s'il vous plaît, jouez-moi. Alors, l'expérience avec Visconti, bon, je sais que tous ceux qui ont travaillé avec lui en gardent un souvenir Fantastique. fantastique. Mais pourquoi, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour l'acteur? Enfin, c'est la direction d'acteur? Oui, mais c'est quelqu'un qui donne une confiance dans ses acteurs absolue. Quand il choisit quelqu'un pour son film, il dit « Je ne peux pas être acteur, mais je vous veux pour ce rôle parce que vous pouvez le jouer comme je veux que vous le jouez. Et si vous vous posez la question à lui, comment vous voulez que je joue, il ne vous dit pas. Il dit « Je sens en vous cet personnage, faites-le pour moi. » Et avec ce genre de contact avec quelqu'un, vous ne pouvez que faire pour votre mieux.
Il m'a jamais, en réalité, dirigé. Il a dit, faites comme vous vous sentez, vous êtes cette rôle, vous êtes ce personnage, fais-le. Ça restera un beau souvenir, hein, ça. Vous avez la cassette, non? Pour se repasser ça tellement... comme ça. En fait, j'ai remarqué quand même tout au long de votre carrière, vous tenez pas spécialement, comme beaucoup d'actrices, à porter seul un film sur vos épaules, c'est-à-dire d'occuper tout, etc. Ça, non, hein. Non. Pourquoi? Vous avez peur de... Pas du tout, mais c'est la qualité qui compte, c'est pas la quantité. Oui. Toujours. Oui, mais il y en a très peu qui ont ce raisonnement, hein, c'est vrai. Et en fait, ça vous permet, ça, je ne sais pas, de... Il n'y a pas d'usure avec vous, d'abord parce que vous dosez vos apparitions, je veux dire, mais ce qui vous déclenche, c'est bon, le metteur en scène et le sujet, j'imagine, ou un acteur avec lequel, ou une actrice avec lequel vous avez envie de travailler. Surtout le metteur en scène et le sujet. Oui. Parce que finalement, c'est vraiment le metteur en scène, c'est vraiment lui, dans la finale, qui dirige tout. Pas nécessairement les acteurs quand vous jouez, parce que vous apportez ce que vous êtes et ce que vous pouvez donner à un rôle. Et le metteur en scène vous choisit parce qu'il sait peut-être que vous pouvez interpréter un certain rôle. Donc il y a beaucoup de moments où il vous laisse aller complètement. Mais à la finale, c'est lui qui dirige tout. Parce que quand il a tout le film filmé dans un énorme long fil de film, après c'est à lui de trouver le rythme, de le couper, de faire ou un film moyen, ou un film bon, ou un film magnifique. Autrement dit, il y a peut-être 4 ou 5 metteurs en scène qui, sur un simple coup de téléphone, vous disent « J'aimerais tourner avec vous, venez », vous ne demandez même pas avant à lire le scénario, si tellement vous avez confiance en eux, ça existe? Ça n'est jamais arrivé. Non. Alors je ne peux pas dire si ça arrivera, si je dirais ça. Parce que bon, avec Woody Allen, il m'a donné le scénario, avec tous les metteurs en scène avec qui j'ai tourné ont toujours donné le scénario. Ouais. Mais c'est... je peux dire même si le rôle, comme vous dites, est très petit dans le film, mais c'est un rôle peut-être clé, et puis le personnage est entier, et dense, et complet, même si elle fait très peu, ça me suffit. Oui, je voudrais vous poser une question que j'ai jamais posée. Finalement, le fait d'accepter des rôles qui ne sont pas fatalement des rôles principaux, est-ce que ça a des retombées tout aussi conséquentes et importantes pour votre carrière que d'avoir toujours des premiers rôles? C'est-à-dire les rôles que j'ai, même s'ils sont pas, même s'ils sont pas très longs dans la durée, ils sont toujours des soi-disant starring roles. J'étais toujours en tête d'affiche. Oui. C'est le cas dans Verdict. Hein. C'est le cas dans Verdict. C'est un rôle dans le temps sur l'écran qui est petit, mais dans la densité du rôle et ce que ce rôle représente dans le film, c'est très important. Oui. Parlez-moi un peu du camarade Woody Allen, ça doit pas être triste, ça. Hein? Ça, on a eu un rapport vraiment formidable avec lui. Qui n'est pas le cas, je sais, avec tout le monde, mais il est arrivé qu'on avait le même sorte de sens d'humour, le même regard sur la vie. On avait un dialogue qui était très, très proche. Et on s'est très, très bien entendu. C'est pour ça que je pense qu'on a pu vraiment bien travailler ce rôle, parce que instinctivement, on se connaissait et on se comprenait. Formidable ce rôle dans Stardust Memory, parce que alors là, on sort véritablement de l'étiquette Charlotte Rampling femme fatale. C'est tout à fait un autre visage. Ça, pour vous, ça a dû être une formidable respiration et récréation. Absolument. Hein? Absolument. Alors, vous tournez en Amérique, vous tournez en Italie, vous tournez en France. Je veux dire, ça, c'est formidable d'avoir une carrière comme ça, répartie. Et il y a quand même eu une date en Italie. C'est Portier de nuit de Liliana Cavani. Et j'ai lu une phrase dans votre filmographie où on dit « c'est un film charnière et il a fallu le courage nécessaire pour le tourner ». Ça a été un acte de courage de votre part de tourner Portier de nuit? Oui, mais c'était fait avec aucune hésitation. C'est Dirk Bogarde qui m'a appelé pour jouer avec lui. À ce moment-là, je l'avais rencontré dans l'année où on a vu cette scène brièvement. Et il a dit, j'ai accepté moi de faire ce film, qui est un film très difficile et très dur, et il a dit, tu es vraiment la seule qui peut le jouer avec moi. Quand je l'ai lu, j'ai réalisé que c'était un film qui pouvait vraiment être ou traité bien, ou très important, ou rien. Et c'était ce challenge-là que je voulais. Oui. Quand je dis ou rien, ça pouvait être si c'était traité, parce qu'on était vraiment sur une lame de rasoir avec une histoire comme ça. Oui, vous pouvez l'évoquer en 2 mots, l'histoire, pour les gens qui n'ont pas vu le film. C'est l'histoire d'un tortureur
On dit ça en français? Un tortionnaire. Un tortionnaire et son victime. Et sa victime. Et vous êtes la victime. Ça se passe, ce film-là, ça se passe dans l'Allemagne, avec les nazis en Allemagne pendant la Seconde Guerre, mais ça peut être aussi n'importe où. C'est pas spécialement, ça s'agit pas spécialement des nazis, ça s'agit de cette relation entre un tortionnaire et son victime. Oui. Mais j'imagine quand même qu'on ne tourne pas comme ça un film pareil de cette densité. Hein. Moi, je vous dis tout de suite que j'aime beaucoup le film. On ne tourne pas quand même un film d'une telle densité comme ça. Ça doit être vraiment une mobilisation de ressources. Enfin, je ne sais pas. C'est vous qui pouvez peut-être me l'expliquer. Oui, c'est un bon fait. On ne fait pas peut-être souvent ce genre de rôle parce que ça demande énormément sur tous les plans, sur le plan émotionnel, psychologique. Il y avait des scènes, on a commencé à tourner Portinoy avec toutes les scènes de flashback, c'est-à-dire toutes les scènes du premier rencontre entre cette jeune fille qui avait 16 ans à l'époque et cette chef du Gestapo. Et on avait tourné dans une vieille hôpital qui était... Pardon, j'ai un... Vous buvez un verre, là. Just have a little drink. Oui, elle vient des Alpes. Dans un hôpital où il y le tuberculosis, comme on dit, un sanatorium qui n'a pas été utilisé pendant 20 ans. Donc ça sentait déjà la mort. Il y en a tourné toutes ces scènes, que moi j'ai pas connues parce que je suis né après la guerre. Et il y avait une telle réalité que c'était pratiquement insoutenable pour les premières 2 semaines. Et les scènes où on est tout nu et on est en train d'être investigué et tout ça, c'était vraiment un choc extraordinaire. Mais est-ce qu'un film comme ça ne sert pas tout à coup de miroir? Parce que finalement, on peut se découvrir des choses de soi qu'on ignore, non? Absolument. C'est pour ça, quand on fait les choix, et quand on fait les choix comme ça, on ne sait pas au début même, on l'intellectualise pas du tout. On sent quelque chose dans une histoire. Et malgré ça même, on veut représenter ça et on ne sait pas pourquoi. Parce que si on pensait trop pourquoi on le fait et qu'est-ce que ça allait être quand on le tourne, on ne le ferait pas. Et cette histoire-là, je voulais le tourner, je ne savais pas pourquoi, mais je voulais représenter cette fille et je voulais que cette film soit montrée au public. Il y a un côté apprenti sorcier dans une telle aventure, non? Un petit peu, oui. On sait les portes que l'on ouvre, mais on ne sait pas ce qu'on va découvrir derrière. Exactement, mais ça c'est la vie. Ouais, ouais. Il y a des petites portes ouvertes dans le couloir de la vie et on prend celle-là ou celle-là et celle-là. Et pourquoi on prend celle-là et pourquoi on ne prend pas celle-là? Parce qu'il y a tellement de portes ouvertes, finalement. Et on ne sait pas lesquelles prendre. Et donc, c'est l'instinct, pour moi, toujours, qui me fait ouvrir les portes. C'est toujours l'instinct? Oui. Ouais. Et après ce film, est-ce qu'il y a eu des choses de modifiées de votre personnalité, de votre regard sur les choses, les êtres, l'environnement? Je pense beaucoup parce que c'était un petit peu comme si j'avais vécu cette période. Et je pense que tous les gens qui ont vécu réellement cette période sont marqués à vie. Ah. Les expériences françaises, il y a eu Chéreau, La chair de l'orchidée, très, très beau film. Et Chéreau est un grand bonhomme, grand metteur en scène. Ça, c'était une expérience heureuse. Ça, c'était une expérience très heureuse parce que c'était un petit peu... le rapport que j'ai eu, c'était un petit peu dans un différent sens, mais le rapport que j'ai eu, c'était un peu comme avec Woody Allen. On avait une entente qui était instinctive et immédiate. Avec Boisset, on ne peut pas dire que ce fut la même chose, non? Non, c'est différent. C'est différent. On ne s'attarde pas dessus. Le Taxi Mauve, non, hein? Le Taxi Mauve, j'ai aimé le film quand même. J'ai aimé le rôle que j'ai joué dans le film. Ouais. Bon, moi je sais que si Monsieur Renet vous téléphonait, pas de problème. Pas de problème. Pas de problème. Monsieur Miller aussi. Monsieur Miller, j'ai pas vu son dernier, donc... Mortelle randonnée? Non, très malheureusement, beau. Mais je veux le voir, ça. Ouais. Ouais. Mais enfin, vous vous sentez quand même bien dans le cinéma américain, hein? J'aime beaucoup le cinéma américain, oui. Ouais. J'aime beaucoup le cinéma anglais, mais malheureusement, ça n'existe pas pour le moment. Ça existait beaucoup. J'ai tourné pas mal dans les années 60 en Angleterre, mais pour le moment, il n'y a pas de vrai cinéma anglais. Donc, le cinéma américain, peut-être, c'est... Et le cinéma italien aussi, j'aime beaucoup. Mais c'est un petit peu changé. Les choses sont très cycliques aussi, je pense. Et le cinéma italien va peut-être reprendre souffle, mais pour le moment, c'est un petit peu en baisse. Oui. Il faut dire une chose, je crois, qui est vraie, c'est que vous avez une vie familiale. Vous êtes l'épouse du compositeur Jean-Michel Jarre, que vous suivez d'ailleurs quelquefois dans ses tournées. Il a fait une tournée en Chine, là. Vous êtes parti avec lui en Chine. Je n'ai pas raté celui-là. Vous n'avez pas raté celui-là. Vous êtes mère de famille. Oui. Bon. Et que vous n'aimez pas, et je crois qu'on peut tout à fait le comprendre,
être loin de chez vous trop longtemps, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. J'ai une tendance de m'envoler souvent, justement. Alors, j'ai énormément besoin de racines. Ouais. Si j'ai pas les racines, je peux pas travailler dans une harmonie qui m'est nécessaire pour représenter une personnage. Je peux pas vivre dans le déséquilibre total parce que je suis par moi-même étant acteur en représentant des autres personnes. Ça commence encore. Vous buvez encore un coup? Oui, voilà, encore un coup. Allons, pas de problème, c'est autorisé. On est fragile parce que justement, si on se met trop dans la peau des autres, quand on retourne, si on n'a pas un chez-soi, c'est très difficile de se raccrocher à quelque chose. Alors à ce moment-là, on a tendance de sauter sur une autre offre. Ouais. Parce que quand on travaille tout le temps, il y a toujours un autre scénario qui est à la porte, comme ça, qu'on peut lire et dire, bah oui, finalement, pour ne pas avoir cette grande trou dans laquelle on tombe, quand on a fini un film, on est vidé, on est malheureux, on est triste, on est tout seul. Et si on veut pas si on confronte pas ce trou noir, que je pense que chaque artiste a quand il a terminé n'importe quelle création, on est totalement vidé. Si on n'a pas quelque chose à laquelle s'accrocher comme quelqu'un, si on a de la chance de pouvoir avoir quelqu'un, un compagnon qu'on aime, et puis des enfants qui sont la réalité même. Pour moi, c'était assez fondamental que je crée ça. On est quand même loin de l'image de la femme fatale du cinéma. Hein. Je disais qu'en resserrant la photo... C'est ça, mais on peut être mille choses. Hein. Oui. On peut être mille choses pour 1000 personnes. Vous êtes d'accord avec cette comédienne qui me disait « Je connais des tas de vieilles comédiennes qui ont des photos de tournage, des filmographies extraordinaires, mais qui finalement ont fini seules parce qu'elles ont fait passer le métier avant toute chose. » Et cette comédienne me disait « Moi, je préfère vivre avec l'homme que j'aime, et l'homme que j'aime vaut tous les films, quelquefois, qu'on peut me proposer. » Vous êtes d'accord? C'est Nathalie Baye. Mmh. Vous êtes d'accord avec cette définition? Vous êtes un peu de cette option-là? Non. Pas à ce point. Pas à ce point, non. Parce que je sais finalement que l'homme que j'aime saura qu'une grande partie de ma vie, c'est aussi ce que je fais artistiquement. Et comme je vis avec un artiste, lui comprend ça profondément. Donc il n'y aura jamais cette question. Ouais. Le fait comme ça d'être un peu angoissé, inquiète quand vous êtes loin de vos bases, de vos racines, de la famille, il y a une espèce d'esprit de conservation qui reprend le dessus en disant non... faut que je retourne quand même. Il faut jamais que je retourne parce que je pense que ça fonctionne pas sans moi. C'est pour moi que je le fais. C'est pas pour parce qu'il faut que je pense que je serai oubliée ou que mon mari va partir ou que mes enfants vont être malheureux. C'est une question de quelque chose qui est très profond en moi, que j'ai besoin de sentir une certaine sécurité parce que ça n'existe pas en moi. Il faut que je le crée avec eux. Est-ce que c'est des barrières que vous mettez en garde-fou pour vous protéger peut-être d'une folie latente, d'évasion, de démesure? Il n'y a pas un fond de démesure là qui sommeille quelque part? Là, on va être entre nous. Là, on va très profond. Oui, mais c'est sûrement ça. Mais je pense que chaque personne, dans n'importe quel métier, ce qu'il fait, doit savoir ses limites, jusqu'où il ne peut pas aller. Vous faites peur de temps en temps? Ah oui, souvent. Quoi qu'il en soit, hein, tout ça, ça vous a fait refuser des choses formidables. Au théâtre, par exemple, en Angleterre, si j'ai bonne mémoire, on vous a proposé des pièces comme des pièces d'Anouilh, mais ça prenait plusieurs mois parce que le théâtre, ça dure, et vous avez dit non. Hein. C'est-à-dire que le théâtre m'intéresse beaucoup moins que le cinéma. Ouais. Fondamentalement, parce que quand j'ai eu 2 très bonnes offres, aussi de David Hare dans le National Theatre, là récemment, et quand j'ai eu ces 2 bonnes offres, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui m'intéresse le plus finalement? Et c'était le cinéma. Et je préférais travailler encore dans le cinéma. Le théâtre, c'est autre chose. J'aime l'intimité justement de la caméra. Oui. Attends, je vais vous donner un petit peu d'eau là. Mais la question ça va, moi. Ça va. Vous maintenant. Moi j'en ai, moi. La question que je me posais finalement, à force, vous avez dit non à ça, puis vous avez dit non à un certain nombre de films, mais à force de dire non, vous n'avez pas tout à coup une petite inquiétude en disant, et si le téléphone ne sonnait plus? Non, j'ai jamais eu cette inquiétude. Bon. Difficile de dire, de savoir pourquoi, mais peut-être justement, j'ai eu une philosophie qui me permet justement de ne pas avoir peur qu'on m'oublie. Ça, c'est formidable.
Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la sérénité. On peut, selon si on vous aime bien, on appelle ça de la sérénité. Si on est hostile, on peut appeler ça comment? De la suffisance. Prétention. Ouais. Non, c'est de la sérénité en fait. C'est l'équilibre. Oui, c'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être je suis beaucoup plus équilibré dans mon métier que dans ma vie privée, parce que la vie réelle est 1000 fois plus compliquée que ce qu'on pourrait présenter dans un film, parce qu'avec un film, on a un scénario. Oui, On c'est suit, pratique. Hein. on guide et on met son propre imagination, ses propres émotions et ses propres expériences dans ce rôle, mais on est guidé. Il y a un metteur en scène qui vous dit, bon, écoutez, bougez là et bougez là, et vous dit, ben non, je ne sens pas trop bouger là et bouger, pourquoi vous dites ça? Mais dans votre propre vie, vous le dirigez entièrement. Au cinéma, on est materné quand on tourne, hein, un petit peu. Absolument, on est vraiment, finalement, maintenant, quand je tourne, c'est presque comme un repos. Parce que la vie de chaque jour, je trouve beaucoup plus difficile. Alors, Lumet, c'est pas n'importe qui, ça, ce gaillard-là a fait des films. Bon, vous a demandé pour Verdict. Alors, qu'est-ce que c'est Verdict, je veux dire? Vous avez dit oui parce que c'était Sidney Lumet, ou c'est le plaisir de jouer avec Paul Newman, qui n'est pas n'importe qui. Oui, c'était tout. Le mélange, hein. C'était un petit peu de tout. Sidney m'a appelé en disant, bon, il avait ce rôle avec Newman dedans, et James Mason à ce moment-là était aussi dedans. Oui. J'ai lu le scénario, le rôle était intriguant, je suis allé le voir, on a discuté avec lui et Paul, et puis je l'ai fait. Finalement, cet esprit d'indépendance qui vous caractérise depuis longtemps, depuis toujours, c'est difficilement conciliable avec l'esprit de famille? C'était, oui. Mais ce n'est pas maintenant, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui comprend exactement la qualité de mon désir d'indépendance. Ça, c'est formidable. Et donc, il ne met absolument rien autour du cou. Alors, il faut quand même parler franchement. Hein. On ne peut pas dire que vous êtes le genre d'actrice à aller solliciter les metteurs en scène, à dire « j'aimerais faire ça avec vous, quel plaisir de vous voir, si vous savez comme j'ai envie de tourner ». Vous êtes quand même un peu passif, vous attendez que ça arrive, hein, non? C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était satisfaisant pour moi ce qui arrivait. Mais maintenant, je prends une direction un petit peu nouveau, justement. C'est que, comme ce qu'on m'offrait n'était pas exactement ce que je voulais faire, je dis, bah, écoutez, j'en ai un petit peu fatigué de dire non tout le temps. Alors, la seule solution, c'est de trouver des sujets moi-même. Et j'en ai trouvé 2. Ah bon. Et vous allez vous battre? Et je vais me battre. Sérieusement? Ah oui, si c'est nécessaire. Pour les personnes que je veux dans les films, à ce moment-là, pendant ce moment-là, ils sont en train d'être écrites. Un d'après un livre et un d'après une idée originale. Alors là, on va sortir de Rampling Femme Fatale. Là, je pense que vous avez tourné la page, là. Pourquoi? Je vous demande, c'est une interrogation. Il y aura toujours un peu de fatalité quelque part, je pense. Et vous allez vous battre. Vous pensez que c'est facile de se battre quand on est actrice, même célèbre? Vous voulez dire quoi, me battre exactement? C'est-à-dire d'essayer de... Par exemple, vous avez un sujet auquel vous tenez à cœur, parce que toi, vous avez un rôle. Bon, faut trouver le financement. Ça, vous êtes... oui? Jusqu'à un certain point, oui. Oui. Mais c'est uniquement pour avoir le contrôle créatif. Et quand je dis contrôle créatif, ça c'est juste au début. C'est-à-dire l'idée de le travailler avec les scénaristes, que je suis en train de faire, un américain et un anglais. Oui. Et après, à ce moment-là, de trouver un metteur en scène, espérer que le metteur en scène que je veux est libre et veut le faire. Bon, sinon, je trouverai quelqu'un pour le mettre en scène. Et après, c'est à lui de prendre le relais, avec moi bien sûr. Oui. Mais pas me battre, surtout pas au niveau des financements. Vous voulez fumer une cigarette? C'est autorisé. Ça va me faire perdre un petit peu la voix. Ça va aller. Oui, mais alors, ce qu'il y a de très bien, c'est que vous battre, mais vous savez quand même que vous vivez dans un monde d'hommes, dans des structures d'hommes. Enfin, tout le monde est fait pour les hommes, alors une femme se battant là-dedans. Vous êtes consciente de ça? Ça m'a jamais fait peur, ça. Oui? Non? Non. On ne peut pas savoir ces sujets qui vous tiennent à cœur. Moi, ça m'intéresserait quand même un peu de le savoir. Vous allez savoir. Oui? Bientôt. Ah bon? Oui. Ça va se faire, hein. C'est pas des idées en l'air, ça. Oui. Bon, vous avez des armes pour vous battre. L'intelligence, l'humour, vous n'en manquez pas d'humour. Non, on le voit pas. On le voit beaucoup. On le voit pas beaucoup à l'écran, mais. Croyez-vous ça? Bien. La caméra voit très loin quand même. Vous pensez? J'en suis sûr. Si vous voulez pas me dire ce que vous faites, tant pis, on va attendre quelque temps, quoi. Vous avez une idée du metteur en scène anglais? Oh non, mais américain? Je peux pas vous dire ça. Comme je travaille uniquement à l'instinct aussi, l'instinct, ça se surgit à n'importe quel moment, et c'est pas le moment
parce que je ne les ai pas choisis, je ne sais pas, parce qu'il faut que ça prenne forme aussi. Bah oui, vous en tirez très très bien. En fait, je ne saurais rien de plus. En fait, les Garde dans la mystère. Oui. En fait, les films que vous avez aimés, ceux que vous avez tournés, j'imagine correspondaient à quelque chose de profond en vous. On vous volait, mais les metteurs en scène volent toujours les acteurs. Bien sûr. Mais avec votre autorisation. Exactement. Vous Finalement, ils volent pas parce que vous donnez ce que vous voulez à la fin. Je sais Ouais. pas, ça c'est pour moi. Le terme français, c'est braconner. Hein, vous savez, c'est d'aller à la chasse illicitement sur un terrain où on n'a pas le droit de chasser. Oui. Les metteurs en scène se sont quand même quelquefois aventurés dans vos zones secrètes en prenant de vous dans des rôles, des choses que peut-être vous n'auriez pas eu envie de donner. C'est même pas question de envie, c'est j'aime ça. Parce qu'il y a pas énormément de metteurs en scène qui font ça. Et ceux qui ont le courage de le faire et le courage de découvrir peut-être des zones qui sont pas nécessairement tapées Ouais, au niveau du cinéma. ouais. Ça, c'est intéressant. Comme avec Woody Allen ou avec Chéreau, avec Visconti aussi. J'ai pu exprimer des choses qui peut-être m'a surpris aussi. Ah ouais. Et ça, c'est pour avoir les surprises quand même. Oui, parce que c'est Faut rare. se surprendre soi-même. Oui, c'est rare quand même. On n'est pas surpris souvent. Hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe aussi avec les acteurs, surtout avec un acteur qui a un nom et une réputation et une image. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont peut-être plus jeunes, disons. On parle par exemple un acteur comme Paul Newman. Ce n'était pas le cas avec Sidney parce qu'ils étaient deux hommes exactement de la même âge, donc ils étaient de la même génération, donc ils pouvaient vraiment avoir un rapport très, très vrai et réel de leur génération. Mais si vous prenez quelqu'un comme Robert Mitchum et Dick Richards dans Adieu ma jolie, ce qu'on a vu ce soir, il y avait vraiment un generation gap énorme. Et Dick Richards avait peur de Robert Mitchum, il avait peur de s'imposer, il avait peur justement de lui surprendre, de lui dire « ne fais pas ça, fais ça autrement ». Et ça, c'est dommage. Et ça, je vois souvent avec des metteurs en scène confrontés avec un star. Ils ont peur de l'image de cette personne. Et pour l'acteur, c'est désastreux. Vous avez terrorisé quelques metteurs en scène déjà dans votre vie de cette façon-là, comme ça. Il y en a qui ont eu peur de vous. Non. Voyons. Voyons. Il n'y a quand même pas beaucoup de rôles pour femmes. Hein. Maintenant, si, mais c'est Meryl Streep qui les ramasse pratiquement tous. Hein. Dans le cinéma français, depuis Romy, il n'y a plus beaucoup de rôles faits pour les femmes ou... Si, il y en a quand même peut-être plus dans le cinéma français que le cinéma américain. Vous êtes féministe au sens global du terme, général. Hein. Je ne vous vois pas brandissant les pancartes Boulevard Saint-Germain, mais vous êtes féministe Non, je suis pour que les femmes, justement, utilisent les armes qu'ils ont, qui sont très fortes et puissantes, mais sans faire peur aux hommes. Parce que le Parce côté... que là, l'homme, c'est le plus grand allié aussi. Alors, il ne faut pas le faire peur. vous savez que vous avez de très bonne mentalité. Mais les féministes, quand même, vous ne devez pas être de leurs amis, là, vous savez, les extrémistes. Non, pas du tout. Non, hein, non, femme fatale. c'est tout du jargon intellectuel qui ne sert strictement à rien. Ça servait, bien sûr, quand ils ont fait les mouvements, justement, que les femmes prennent le courage et de sortir s'ils voulaient de leur foyer, de ne pas être oppressées par l'homme qu'ils avaient, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui n'osaient pas. Donc avec un mouvement derrière elles, ils avaient le courage justement de s'imposer plus fortement. Donc ça les a donné le courage. Mais après, c'est à chaque individuel de savoir se comporter quand ils sont confrontés avec une situation homme-femme. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle du tout. On ne peut pas changer les hommes et on ne peut pas changer les femmes, mais on peut changer les rapports entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est peut-être à la femme et aussi à l'homme de le diriger, d'être assez mature et assez sage, de savoir, de ne pas jouer des jeux, mais d'avoir des rapports de personnes. Oui, ça c'est le côté anglais, dosons les choses, quiet, wait and see, ça s'arrangera, non? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Vous vous intéressez aux événements du monde, comment le monde vit, comment le monde tourne, ça vous concerne, vous vous sentez concerné? Beaucoup? Je suis toujours très touchée par ce qui arrive. Il y a des moments que j'arrête tout, que je lis plus de journal, que je regarde plus la télévision, parce que il y a un tel pratiquement lavage de cerveau maintenant au niveau de l'informatique, de l'information, des journaux, des choses qui sont dites. Quand on regarde la télévision, surtout en Amérique, on ne sait plus si c'est la réalité ou c'est fact ou fiction. On ne sait plus. Il y a un tel mélange justement de visuel,
que c'est très bouleversant, c'est très déséquilibrant aussi. C'est pour ça que je ne pourrais pas vivre dans un pays comme les États-Unis, parce qu'on ne peut pas prendre ses distances du tout. L'actualité est vraiment là, devant les yeux, tout le temps. Et s'il n'y a pas l'actualité, ils fabriquent l'actualité pour que justement ça marche, ça bouge, ça fait peur, il y a du sang, il y a des mouvements, il y a des batailles, il y a des révolutions, il y a tout. Et à un moment donné, on ne sait plus où on est. Ah ben c'est quand même pas eux qui inventent Sabra Shatila, l'Afghanistan, Varsovie, le Nicaragua, quand même. Ça, ah non, je dis que c'est pas inventé, mais c'est fait d'une telle façon, l'un après l'autre, que finalement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais ça touche les gens constamment, ça les touche, ça les bouge, ça les remue. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent rien faire. On peut, sinon, vous rentrez dans la politique, vous essayez de faire quelque chose pour ça, ou sinon vous prenez les pancartes, ou sinon vous allez en Pologne, ou vous essayez d'aider quoi. Vous pouvez, étant un individuel, peut-être le faire personnellement, si c'est votre cas, ou sinon il faut essayer d'être forte, suffisamment forte, pour vivre une vie qui est, soi-disant, honnête et bon. Un petit peu de politique de l'autruche, de regarder ailleurs quand c'est trop désagréable? Non, non, oui et non. Parce que quand ça devient trop désagréable et que vous en souffrez sans pouvoir rien faire, à ce moment-là, vous vous diminuez vous-même en étant une personne, donc ça sert à rien. Vous recevez ça vraiment très intensément, je veux dire. Si on le reçoit très intensément et on peut rien faire, à ce moment-là, on porte une grande haine dans soi-même contre la société et contre ce qui se passe. Mais cette haine, ça va nulle part. Ça n'aide pas ni votre famille, ni vos amis, ni votre vie courante. Mais on peut, si on veut, et si on est concerné par ça, on peut le faire dans différentes manières. Pas directement, mais indirectement. Oui. Tout ça est très bien. Ce que je me demande, moi, quand vous me parliez tout à l'heure, vous connaissez l'expression en français « aller au charbon », c'est-à-dire travailler, aller, hop, se battre. Bon, alors vous allez aller au charbon, là, maintenant. Vous avez l'impression que c'est une nouvelle page de carrière qui va commencer pour vous? Oui. Ah oui? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu, c'est-à-dire que dans les derniers 4 ans, j'ai pris mes distances par rapport au cinéma pour un petit peu cultiver mon autre jardin, qui est mon jardin privé. Et maintenant, je la sens suffisamment forte pour démarrer plus en force. Donc il y a l'envie. Hein. Il y a l'envie, là, ça chatouille. Ça chatouille. Oui. Merci Charlotte Rampling.